Bonjour, je suis Anna Mouglalis. Vous écoutez 355, le podcast de Chanel. Dans la suite de Chanel au Majestic ce soir, tout est très beau. Tout est feutré. En face de moi, la Grande Bleue, la mer Méditerranée, en cinémascope. Mais il y a une folle effervescence en bas. Nous sommes au Festival de Cannes, le plus prestigieux festival de cinéma au monde. En bas sur la croisette, c'est la frénésie de 18h. L'embouteillage vers la montée des marches. Pour ce 5e chapitre de 355, je reçois des personnalités du monde du cinéma dont j'admire le travail singulier. Avec eux, nous échangerons sur la création, l'audace et la liberté. Dans un dialogue inspiré par le personnage de Gabrielle Chanel, qui fut proche du cinéma et créatrice de tout un monde, celui de la femme moderne. Créer des mondes, c'est aussi ce que tente le cinéma dans chaque film. J'ai échangé avec Charles Gilibert, producteur français habitué de Cannes, puisqu'il y a récemment présenté les films Sils Maria en 2014 et Personal Shopper en 2016, réalisé par Olivier Assayas, et Mustang de Denise Gamzeer-Guven, remarqué lors de la quinzaine des réalisateurs 2015. Cette année, il accompagne le film de Yann Gonzalez, Un couteau dans le cœur, avec Vanessa Paradis notamment, ainsi que Long Day's Journey into Night, du réalisateur Bi Gan, sélectionné pour un certain regard. Tu produis des réalisatrices. Denise Gamzeer-Guven, qui a fait Mustang et plus récemment Kings. Tu produis aussi Mia Hansen-Løve. Est-ce que dans un rapport à une femme réalisatrice, il y a quelque chose de particulier? Est-ce que tu sens, je sais pas, par rapport au rapport que tu as au financier, quelque chose de différent quand tu produis une femme, ou pas du tout, ou c'est un auteur? Je crois pas. Je pense que ça fait quelques années qu'on s'intéresse au regard des femmes et ce qu'elles peuvent raconter, la façon dont elles peuvent formuler le monde, et du coup que c'est plutôt un atout. Et personnellement, je l'ai toujours perçu comme ça, mais je pense que l'industrie aussi en est arrivée là il y a pas très longtemps. Je parle pas d'Hollywood, qui à mon sens a gardé jusqu'à vraiment cette année une attitude extrêmement patriarcale et pas patriarcale, mais paternaliste, pardon, sur vis-à-vis des femmes. Je me rappelle d'une discussion avec un très gros agent Hollywood à qui je voulais qu'il prenne chez lui une réalisatrice avec laquelle je travaillais, et il m'avait répondu I don't do women, they don't do money. Il y avait cette idée qu'elles étaient pas guidées par l'argent, et que pour un agent, c'était gagner moins d'argent que de travailler avec une réalisatrice. Et ce qu'il voulait dire aussi, puisqu'aux États-Unis, on est plutôt sur des packages, les films se montent un peu par package, qu'elles étaient plus dures à vendre. Donc, je pense qu'on a une sensibilité au sujet en Europe qui a permis peut-être plutôt de prendre conscience et d'avoir envie d'accueillir, de donner une plus grande place aux femmes dans le processus de création du cinéma. Après, quelle est la différence réelle entre le fait de travailler avec une femme et avec un homme? C'est un peu difficile à dire parce que je l'aborde pas tellement comme ça. Tu travailles avec un artiste. Oui, voilà, ouais. Tu travailles avec un artiste. Non, mais la différence, c'est peut-être que... Alors ça change aussi, on sait qu'au niveau des études, les écoles sont peuplées de beaucoup de femmes, même les grandes écoles comme la FEMIS. Tu fais la différence entre cinéma européen et cinéma américain. C'est vrai que les écoles européennes forment beaucoup de femmes, mais on ne retrouve pas forcément énormément de films de femmes dans les sélections de festivals. On est à Cannes, on n'est pas à Hollywood. Mais il y en a très peu en sélection cette année aussi. Mais bon, les choses vont se transformer. Non, mais tu as raison, ça prend du temps, en fait. Et 3 femmes en sélection officielle cette année, on voit bien qu'il y a un problème. Mais on voit bien aussi que ça va bouger l'année prochaine, l'année d'après. Enfin, la dynamique, elle est lancée. Elle est forte, quand même. C'est vrai. Parce que toi, tu as coproduit avec l'Amérique.
Moi, les 2 premiers films que j'ai produits en parallèle, qui étaient mes 2 premières productions de long métrage, c'était Paranoid Park de Gus Van Sant et L'heure d'été d'Olivier Assayas. Donc des films d'auteur. Il y avait des studios qui entraient dedans. Des films d'auteur, mais quand vous travaillez avec Gus Van Sant, qui au moment de Paranoid Park, travaille avec HBO, travaille avec des gros studios, il a fait Good Will Hunting, des choses comme ça, vous rentrez en contact avec des agents, avec des managers, avec des publicistes, avec une certaine approche du financement de films, c'est le premier contact avec la façon dont fonctionne ce système, qui a un fonctionnement très très particulier. Donc il y a malgré le fait que ce soit un film à 3 millions de dollars, fait de façon extrêmement libre à Portland, avec des petites équipes, etc., on rentre en contact avec quelque chose d'assez massif et très différent de ce qu'on connaît ici. Tu savais que Gabrielle Chanel avait travaillé à Hollywood? Non, je ne savais pas. Elle a été appelée par Sam Goldwyn. Ah oui. Parce qu'il voulait... la mode a fait partie vraiment du cinéma. Il fallait que les actrices incarnent ce qu'il y avait de plus beau, de plus moderne, justement. Et bon, elle a eu une période de succès fou, elle était reçue comme une reine. Et ensuite, effectivement, ce système rigide dans lequel il est difficile d'inventer des nouveaux mondes, d'imposer, par exemple, une sobriété au moment où tout le monde veut que ça brille, est compliqué. Donc, ça doit être compliqué aussi de faire des films d'auteur aux États-Unis. Ouais. J'ai vu d'un petit peu loin, j'en ai fait un, parce que c'est des équipes complètement folles. Il y a une façon, tout le monde des syndicats aussi vient sur le plateau. J'en ai fait 3, dont j'en ai vu un. C'était lequel? Comment elle s'appelle? Dis-moi les noms, je vais te dire. Il y a eu Split, de Deborah Kampmeyer, qui elle avait fait des films un petit peu plus gros, mais qui a jamais voulu être syndiquée. Et on a vu les contre-coups sur le plateau. On s'est retrouvé avec une visite du syndicat qui a demandé à ce que le tournage soit arrêté parce qu'il y a une figurante qui était syndiquée, qui s'était plainte du fait qu'il faisait trop chaud. C'était le mois d'août à New York. Il faisait 50 degrés et on tournait dans une usine sublime, une usine de sucre, la Domino Factory à Brooklyn. Et là, le syndicat n'a pas eu de meilleure idée que de demander d'imposer des ventilateurs. C'était un lieu extrêmement poussiéreux avec des petits bouts de sucre en poudre partout. Il n'y avait rien de plus dangereux que d'imposer ça. Mais on a eu le droit de retourner. Pour le son aussi, ça devait pas mal. Voilà. Mais non, mais c'est la lourdeur et c'est ce qui crée la magie du cinéma quand on arrive à dépasser ces montagnes et toutes ces haies. Mais non, je voulais te demander aussi comment tu choisis les réalisateurs et les réalisatrices avec lesquels tu travailles. C'est vraiment la rencontre à 95% en ce qui me concerne. C'est vraiment et c'est vrai, il y a un rapport au désir, puisqu'en fait, c'est une rencontre sur laquelle on a envie de savoir plus, et il y a une intelligence qui se dégage, il y a une vision, il y a une forme d'énergie qu'on a du mal à quitter, en fait, et en rentrant en contact avec le projet, et au-delà du projet, la façon dont il est formulé, la façon dont il s'inscrit dans un travail qui a eu lieu avant, ou même quand c'est un premier film dans un parcours, il y a une cohérence qui se dégage, et c'est vraiment ça qu'on a envie d'accompagner. Parce qu'il y a des réalisateurs qui s'expriment vraiment que en images. C'est leur mode, et j'imagine que c'est compliqué. Ça peut être compliqué parce qu'ils sont obligés de présenter un projet par écrit ou d'en parler. Il doit y en avoir. Est-ce que tu as déjà travaillé avec un metteur en scène comme ça qui aurait été très taiseux, mais chez qui tu pouvais entrevoir le monde qu'il voulait inventer? Yann Gonzalez, c'est un petit peu ça. D'accord. Le film qu'on a ici, là, en sélection, Un couteau dans le cœur. Et en fait, on voit tout de suite ce qui intéresse quelqu'un. C'est-à-dire que c'est vrai, il va pas vous parler beaucoup du scénario, ni de la mise en scène, etc. Mais par contre, il va passer un temps fou sur des petits détails d'esthétique, ou d'objets, ou d'accessoires, ou d'un moment comme ça. Et là, on sent qu'il y a la nécessité d'avoir une maîtrise totale de l'espace, de l'image. Et donc, la façon dont un auteur parle de son projet, on voit ce qui l'intéresse dans son projet.
Et quand un auteur s'exprime principalement à travers des images comme ça, qu'il va les capturer, on sent tout de suite... Yann Gonzalez a une maîtrise totale du style de son film. Et donc ça passe dans les costumes, dans le maquillage, dans la lumière, mais toujours en laissant une très grande liberté à ses acteurs, et là en l'occurrence à son actrice. Toi, tu as une sensibilité par rapport aux costumes. J'imagine qu'en tant que producteur, on se réfère à toi si on veut demander à quelqu'un de dessiner, ou si on décide, je sais, d'ancrer le film dans des tenues, par exemple, qui vont coûter cher. Puisqu'en tant que producteur, il s'agit quand même aussi d'argent. Est-ce que tu guides tes metteurs en scène, ou est-ce que tu reçois et tu les portes dans ce qu'ils te proposent? Je pose la question très en amont, parce que là aussi, ça raconte beaucoup de la façon dont l'auteur aborde ses personnages, leur caractère, et l'importance qu'ils donnent à leur présence. Donc, c'est une question essentielle. Mais là aussi, je travaille avec des auteurs qui y prêtent déjà une grande importance dès le départ, puisque les auteurs qui prêtent une importance aux gens, en l'occurrence aux actrices, prêtent donc du coup une grande importance sur la façon dont elles vont apparaître. Et alors là, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on va avoir un auteur qui a une relation de confiance absolue dans la personne qui s'occupe des costumes chez lui, et qui donc, avec une relation un petit peu sur plusieurs films, etc., où on a des auteurs qui s'impliquent, eux, énormément, et moi, je leur donne vraiment les moyens de le faire. On prépare en ce moment un film avec Mia Hansen-Løve qui va se tourner cet été, et on n'a parlé que de costumes depuis 2 mois. On parle de personnages américains qui viennent de New York, qui sont des intellectuels, et donc comment est-ce qu'on les fait exister à travers leurs costumes. Et donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours, des voyages sur ce sujet-là. Voilà, parce qu'une fausse note là-dessus, et comme ce qui est le plus important, c'est les acteurs, la façon dont on les habille va avec. Ouais, ça peut vraiment devenir l'architecture d'un plan, un costume. Absolument. J'ai eu, moi, comme ça, des expériences où, pour des films, on se retrouvait juste à aller faire du shopping. Et alors, si cette année-là, la tendance était au corail, tout le monde serait habillé en corail. Non, mais ça peut être terrible pour un metteur en scène. C'est le risque à un moment de faire rentrer, comme tu dis, un créateur, par exemple, sur les costumes. C'est la capacité des acteurs, du coup, à formuler, eux, ce qu'ils attendent du costume, et de savoir s'ils sont à l'aise, s'ils sont bien. Il faut quand même leur en donner la possibilité. Donc, si jamais on faisant rentrer un créateur, on ferme peut-être des portes de ce côté-là, alors que c'est un dialogue, parce que le costume n'a d'intérêt que si jamais l'acteur se sent bien dedans. Ou pas. Parce que ça peut aider aussi. Hein. Ou pas, mais en tout cas, c'est un dialogue. En tout cas, c'est un choix très important, très précis. Et toi, tu aimes t'habiller? Moi, j'aime m'habiller, mais c'est vrai que j'y mets pas toujours l'attention que je voudrais, ou j'y donne pas toujours autant de temps que... C'est vrai. que je voudrais. D'accord. Bah oui, mais on regarde sans doute pas de la même façon un homme. Il a toujours la possibilité de se réfugier dans un costume. Pour une femme, le choix est tellement vaste que c'est plus signifiant. Mais par exemple, le jeu du tapis rouge, toi, tu montes les marches en tant que producteur. Oui, alors là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de... c'est assez clair, la façon dont on monte les marches. Mais est-ce que tu mets toujours le même costume, un smoking? Je mets on me les prête. Donc j'en ai un chaque année qui à mon avis, est différent. D'accord. Mais t'es passé là, en fait. Mais j'y passe pas un temps fou, pour être honnête. Et c'est aussi une autre façon de porter les vêtements, quoi. C'est aussi l'importance qu'on donne aux vêtements. Ça peut le rendre assez beau de lui prêter assez peu d'importance, en fin de compte. Mais je suis d'accord, mais il faut qu'il soit très beau dans ce cas-là. Il faut qu'il soit très beau dans ce cas-là. Ben voilà, c'est ce que je fais. Non, parce que j'y reviens, mais on est à Cannes, en ce moment, il y a des gens qui sont en train de monter les marches, et c'est assez amusant, au cœur d'un festival de films d'auteurs, de voir, mais j'adore ce genre de grands écarts, la montée des marches, qui est vraiment un endroit, il y a des actrices qui, par exemple, demanderaient à avoir des doublures dans des scènes de nu, et qui vont monter les marches en étant
presque nus. Mais c'est sans doute la différence entre... C'est comme si ça fait partie du métier, intégralement, parce que c'est nécessaire, ça donne une visibilité, et en même temps il y a une espèce de contradiction de temps en temps, le fait de montrer, de vouloir plaire, qui m'amuse, hein. Je trouve que c'est un cirque très sympathique. Non, mais c'est assez beau parce qu'elles donnent le sentiment de se sentir très fortes dans leurs vêtements. Enfin, le vêtement leur donne une forme d'assurance aussi en même temps, puis elles jouent avec. Ouais. Donc ça reste assez beau. Elles se sentent, même en étant très, très dénudées, elles se sentent très protégées par le vêtement quand même. C'est ça. Non, et puis c'est ce qu'on décide de montrer, en fait. Bien sûr. Mais qui raconte plein de choses. Et finalement, à Cannes, on parle presque autant de ces marches, d'une bretelle qui tombe, que du film. Une actrice qui monte les marches pour présenter un film en compétition peut se retrouver le lendemain en couverture de plein de magazines ou sur les réseaux sociaux, et on parlera plus de sa bretelle qui est tombée que du film. C'est dangereux, ça, pour un producteur. Je sais pas si c'est dangereux, c'est l'époque qui veut ça, mais si jamais, si on cherche c'est dangereux, oui, parce que ça veut dire qu'on s'intéresse un peu moins au fond des choses et au film qui est projeté, ça c'est extrêmement dangereux et violent. Mais après, quand on cherche à faire parler de soi, une bretelle peut... c'est ça, ça donne aussi... peut valoir autre chose. Beaucoup d'espace. Ça donne aussi beaucoup d'espace. Je reviens donc à ta qualité de producteur. À quel endroit est-ce que tu peux te sentir créateur? Est-ce que tu as déjà présenté des gens? Est-ce que tu as travaillé avec des metteurs en scène qui venaient déjà avec des équipes complètes? Comment est-ce que tu inventes ton espèce de créativité? Parce que tu vis de création. J'imagine qu'il faut que tu la sentes aussi. Très honnêtement, là où je me sens le plus créateur, et je l'ai formulé assez récemment, mais c'est vraiment dans les choix des auteurs et quand on met les films les uns à côté des autres. C'est vrai. En tout cas, c'est là où j'ai le sentiment qu'il y a une pensée qui se dégage, il y a une forme qui se dégage. Et après, je suis très impliqué. Enfin, j'ai présenté Kristen Stewart, Olivia Assayas, ou d'autres actrices ou d'autres acteurs à des metteurs en scène. J'interviens au même titre que d'autres parties prenantes dans un projet sur le scénario. J'aime beaucoup l'étape du montage, sur laquelle il y a une grande liberté pour faire beaucoup de choses. Mais ça, j'ai plus l'impression de faire mon travail. J'ai pas... C'est une complicité avec un auteur, comme quand on s'entend bien avec quelqu'un, ou comme quand on est en séduction avec quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, et où quelque part on prend plaisir à le nourrir et à formuler des idées ensemble, et donc c'est vraiment un cadeau qu'ils me font de pouvoir être dans cette énergie-là. Mais j'ai pas, voilà, c'est pas le moment. Je dirais que c'est vraiment les films mis les uns derrière les autres, les auteurs qui se retrouvent à un même endroit et qui d'un coup se surprennent à se retrouver à un même endroit et d'un coup ça fait sens pour eux. Et peut-être aussi la deuxième chose, c'est le fait de formuler le travail des autres. Je prends souvent l'exemple de Pierre Restany, ce critique qui s'est retrouvé avec ce qu'on appelait les nouveaux réalistes, tous ces créateurs et artistes qui faisaient des œuvres assez particulières, totalement en avance sur leur temps, et simplement en mettant des mots sur cette création, il les a rendus forts, il les a rendus fiers, il leur a donné un espace, et c'est devenu un des courants les plus importants du moment, et du coup ça a encore provoqué d'autres choses. Donc ça a été un donneur de voix, et si on veut savoir qui tu es, on regarde les films que tu as produits, mis les uns à côté des autres, on finit par savoir un peu... Oui, ce qu'il y a dans ton esprit, dans ton cœur. Et puis au quotidien, le fait de formuler leur travail et de le défendre, de mettre des mots sur leur travail, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne pour le coup. Bon, Charles, merci. Merci Anna.